Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique Hebdo, édition du 17 juin 2022. Et pour analyser l'actualité IT et télécom du secteur, je suis comme chaque vendredi avec notre directeur en chef Guy Hervier, qui est de retour, comme vous le constatez, sur notre studio. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on commence cette semaine par Microsoft, une annonce assez importante, même si elle est un peu techno. C'est Microsoft qui annonce la version Visual Studio compatible ARM. On sait bien aujourd'hui qu'il y a un enjeu au niveau des processeurs, puisqu'on est historiquement sur une base Intel. Mais avec l'arrivée d'Apple et puis d'autres acteurs comme Qualcomm, l'architecture ARM monte en puissance. Bon, du côté de chez Windows, c'est encore toujours un peu un blocage, mais j'allais dire, le fait d'avoir un outil comme Visual Studio à disposition des développeurs, c'est peut-être une incitation supplémentaire pour... C'est sûr, alors on peut appeler ça une incitation. Donc jusqu'à présent, en fait, les développeurs, s'ils voulaient développer une application avec Visual Studio sur ARM, ils avaient, je dirais, le choix. On peut toujours, il y a toujours des possibilités techniques, mais en gros, il fallait développer sur un PC Intel et puis après prendre le binaire et le mettre sur ARM et puis le tester sur ARM, ou de le faire en émulation, une émulation ARM sur Intel. Donc vous voyez que c'est un peu laborieux. Ouais. Donc là, l'idée c'est de le faire directement sur un PC donc ARM, et donc je dirais que c'est le moyen pour Microsoft de donner une orientation, une impulsion sur le marché, comme vous le disiez. Les PC, c'était je dirais la chasse gardée d'Intel, c'est peut-être 95% du marché sont des PC Intel, et donc Microsoft avec Visual Studio disponible en mode natif sur ARM donne une inflexion et donc corrige un petit peu cette... Alors quel est l'intérêt? L'intérêt, alors Visual Studio, déjà j'ai regardé un petit peu l'historique, ça remonte à 97, du siècle dernier, 1997. Donc ça fait 25 ans, donc c'est un outil qui est quand même ancré dans les pratiques. C'est sans doute un des principaux outils des développeurs, sachant qu'on a quasiment tous les langages et tous les frameworks que vous pouvez imaginer, enfin en tout cas les principaux, qui sont disponibles sur Visual Studio avec les différentes itérations qu'on a pu connaître. Et donc, je dirais que l'intérêt de pousser vers des micros qui sont, enfin des PC, pardon, qui fonctionnent en mode ARM, c'est que on sait que à la fois en termes d'autonomie et en termes de coût, ils sont, je dirais, plutôt mieux positionnés que les PC Intel. Donc c'est une manière finalement d'élargir un petit peu le marché pour Microsoft. Sachant que à l'occasion de Build, Microsoft a lui-même annoncé un petit PC ARM destiné aux développeurs. Donc vous voyez que non seulement il y a un premier étage qui est de proposer une solution logicielle sur ARM, mais il propose aussi un matériel adapté. Donc, alors, est-ce que ce sera le modèle Minitel où on donne le terminal pour que je pense pas qu'on en soit encore arrivé là, mais vous voyez que Microsoft pousse un peu tous les fers au fait. Très bien. Alors, toujours chez Microsoft, Guy, annonce aussi qui est assez importante quand même si elle est aussi pareil très, très technique et matérielle. Il semblerait que Microsoft veuille imposer le SSD comme disque, j'allais dire disque dur, comme disque de stockage par défaut. Et c'est un peu la fin du disque dur traditionnel tel qu'on l'a connu, qu'on voit arriver. C'est ça, non seulement par défaut, mais le disque, le SSD, le seul qui pourra héberger Windows. Voilà. Et donc là, c'est une note qui a été publiée dans une lettre qui s'appelle Trend Focus. Et donc, on savait déjà, il y avait Windows 11 avait quelques limitations, à la fois en termes de processeur, il faut un processeur haut de gamme, en termes de taille mémoire, en termes de firmware, il faut le firmware UEFI, donc qui remplace un peu, c'est un BIOS, c'est un super BIOS, on va dire. En termes de lancement sécurisé avec le module TPM, donc il y aura un certain nombre de contraintes qu'il fallait réaliser. Et là, il pousse encore un peu plus loin
loin, en imposant aux fournisseurs, enfin aux fabricants de PC OEM, en imposant le fait que le disque soit un disque SSD, sachant que je n'ai pas les chiffres, j'ai pas regardé, mais je pense que il y a beaucoup de disques aujourd'hui sur le marché qui sont proposés avec un disque SSD. Maintenant, quel est l'intérêt finalement pour Microsoft de proposer ça? C'est, je dirais, c'est une évolution technologique qui est une évidence que les disques SSD ils permettent une expérience utilisateur qui est plus fluide, plus agréable. On parlait la semaine dernière d'expérience utilisateur, donc c'est vrai que le démarrage est plus rapide, le fonctionnement est plus agréable. Donc c'est là encore pour Microsoft, et on voit bien que finalement c'est assez intéressant parce que ça veut dire que le logiciel pilote le matériel, enfin en termes pas seulement au premier niveau, mais au deuxième niveau. C'est là l'éditeur de logiciel Microsoft qui est finalement l'acteur majeur dans le domaine des PC, qui est en train de réorienter un peu le marché sur ces deux composantes. Donc c'est une évolution qui sera intéressante à suivre. Alors maintenant, comment il va le faire? Parce que c'est bien joli de dire il va imposer ça. Eh bien, il ne vendra les licences Windows qu'aux fabricants de PC OEM qui s'engageront à... D'accord. Mais la question, je ne sais pas si d'un point de vue juridique, si c'est possible. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'on peut restreindre une vente à des gens? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, moi, vous allez vendre des chemises bleues uniquement aux personnes qui vont porter un costume vert? Je ne sais pas si c'est possible, ça. Bon, ce sera quelque chose à suivre. En tout cas, Microsoft a raté peut-être le mobile, mais il reste l'acteur plus prépondérant. Sachant qu'on rappelle que de l'autre côté de la frontière, entre guillemets, des OS chez Apple, le virage a été pris, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'ordinateur Apple sans SSD il y a un certain temps. Alors Guy, on passe d'un univers complètement différent, mais qui est celui de nos lecteurs, celui des DSI, avec les équivalents européens du SIGREF et le l'IGREF lui-même, bien sûr, qui ont édité un code de bonne conduite envers les cloud providers, des relations entre les cloud providers et les entreprises utilisatrices, et qui, je dirais, aimerait bien que l'Europe reprenne le bébé et donne un peu plus rendre ça un peu plus officiel. Déjà, effectivement, vous le disiez, il y a le SIGREF, il y a son équivalent belge, néerlandais et allemand. Donc déjà, français et allemand, ça pèse. C'est un peu, d'ailleurs, français et allemand, c'est le couple moteur de Gaïa, mais on en reparlera après. Donc, comme vous le disiez, ils énoncent 11 principes qu'ils aimeraient bien que l'Union européenne reprenne comme principe général d'adoption du cloud. Là, j'avoue que j'ai lu les 11 principes et pour être franc, je ne sais pas très bien quoi en penser. Parce que, en fait, si vous regardez le premier principe, c'est il faut que les fournisseurs de cloud respectent la réglementation locale en vigueur. C'est un peu comme si vous disiez il faut que le citoyen respecte la loi qui est en vigueur dans le pays. Donc, non, mais c'est une petite référence à ces fameuses lois d'extraterritorialité qui posent problème. J'entends, mais quand on le lit, ça fait un peu bizarre. Le deuxième, c'est il faut que le vendeur, l'opérateur de service cloud, il n'impose pas une solution de blocage à la fois technique et commercial vis-à-vis du client. Là encore, je veux dire, les vendeurs de cloud, je ne veux pas dire nous bassinent parce que c'est pas le terme qu'il faut utiliser, mais en tout cas ont mis l'accent dès le début du cloud public en disant oui c'est bien parce que vous pouvez mettre vos données, vos applications, et puis à un moment donné vous allez pouvoir les remettre ailleurs. Et donc finalement ce deuxième principe, il montre bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, si vous voulez, la lecture de tous ces principes, est-ce que ce sont des principes un peu contraignants ou est-ce que ce sont juste des bons vœux dans un pays de bisounours? Je suis un peu partagé, d'autant plus qu'il y a quand même... Parallèlement à ça, il y a quand même l'entreprise, l'initiative Gaia-X de cloud de confiance. Donc, si vous voulez, je me demande si cette initiative de cloud de confiance, dont on parle déjà depuis 3 ans, au passage, je lisais une traduction d'une interview dans Computer Woche, qui est un confrère allemand d'un consultant de Arthur D. Little, qui avait une vision quand même assez négative de l'évolution
de Gaia X qui disait que ça fait 3 ans qu'on en parle, on reste encore au niveau théorique, il n'y a pas encore d'offres concrètes. En gros, si je veux acheter une solution Gaia X, il n'y a rien disponible. Donc ça fait quand même 3 ans qu'on en parle, et si on regardait l'évolution des 3 grands du cloud, ils ont pas en 3 ans, ils ont peut-être multiplié par 2 leur chiffre d'affaires. Donc vous voyez que c'est quand même... bon, ça a le mérite d'exister, mais j'ai quelques réflexions interrogatives autour de ça. Alors, autre sujet, Guy, récurrent, c'est les problématiques des attaques. Et comment ça se traduit en matière assurantielle? Alors, une association que nos lecteurs connaissent peut-être pas, qui s'appelle l'Association pour Management des risques et des assurances de l'entreprise Lamrae, qui conduit une étude régulière sur les pratiques en la matière, et qui s'inquiète notamment de l'augmentation des franchises. Et je crois que le montant qu'elle donne, c'est 4 millions d'euros de franchises en moyenne. Alors, Oui, je crois qu'en fait, faut peut-être pas faire de moyenne, parce que finalement, ça n'a pas de sens entre Total et puis la TPE qui a 3 personnes. Vous voyez, faire une moyenne, ça n'a pas grand sens. Ce qui est intéressant avec cette étude, alors cette étude, ça s'appelle, c'est la 3e édition, comme vous le disiez, c'est maintenant récurrent, qui s'appelle Lucie, donc c'est Lumière sur la cyberassurance. Donc le constat, il est simple, les primes en hausse, les contrats, les périmètres des contrats en baisse, et les franchises s'augmentent. Donc vous voyez que finalement il y a toutes les tendances qui font que ça va pas dans la bonne direction. C'est bien compliqué de se faire assurer. Sachant que en gros l'idée c'est que les grandes entreprises finalement substituent des contrats de cyberassurance par d'autres moyens. Alors d'autres moyens, c'est quoi? C'est vraisemblablement des solutions de cybersécurité plus performantes, en espérant que finalement on sera pas, on a la probabilité d'être attaqué est moins importante. Mais si on regarde les ETI et encore plus les PME, le taux de couverture, alors la couverture au sens, le nombre d'entreprises qui ont signé des contrats est extrêmement faible. Donc vous voyez que c'est un marché qui est encore qui est loin de couvrir l'ensemble des entreprises, et qui, face aux problèmes de cybersécurité dont on parle de manière récurrente, a un peu de mal à suivre. Donc on ne sait pas très bien comment les choses vont évoluer. C'est un peu comme, je ne sais pas moi, si vous souscrivez une assurance pour votre habitation, et puis les cambriolages ont été multipliés par 20. Est-ce que c'est un modèle qui est tenable? Donc je crois qu'on en est un peu là. Donc cette 3e édition de Lucie, là aussi, peut nous laisser un peu perplexes. Alors, autre sujet, Guy, qui est un peu à la limite de notre problématique, c'est celui du Bitcoin, avec pour nos lecteurs qui ont un portefeuille, qui auront peut-être noté le crash du Bitcoin, et déjà des opérateurs qui ont du mal, qui se retrouvent en faillite. Oui, quasiment. Donc vous avez par exemple, il y en a un certain nombre, des gens qui font de l'échange. Celsius Network qui a fait du licenciement de plus de 1000 personnes, qui a, en gros, c'est un peu comme si une banque supprimait les retraites, donc a fait à peu près la même chose. Donc le Bitcoin, pourquoi on en parle? Parce que finalement c'est une monnaie qui est sans banque centrale, et c'est une monnaie qui a été construite avec de la technologie, donc la blockchain pour ne pas la citer. Donc c'est un peu pour ça qu'on en parle. Donc il y a eu un engouement absolument considérable, c'est de la spéculation, ni plus ni moins. On était monté au plus haut en novembre, on était monté, alors ça a été très, très éphémère, mais on était monté à 68 000, et là on est passé, j'ai regardé aujourd'hui, on est sur la barre des 20 000. D'accord. Vous voyez, donc ça. Mais si on regarde déjà, en mars 2017, on était qu'à 1000. Donc vous voyez que ceux qui ont acheté il y a 5 ans, ils sont encore largement... À condition qu'ils puissent retirer leur Bitcoin. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Est-ce qu'on parle de bear market, vous savez, en gros, c'est quand il y a une tendance à la baisse qui se prolonge et qui est significative. Est-ce qu'elle va continuer? C'est tout à fait possible. Est-ce que finalement, c'est pas une réorganisation du marché des bitcoins, enfin des cryptocurrencies ou des
des crypto-monnaies qui fait que les acteurs les plus solides vont rester et puis tous les autres vont disparaître. C'est un peu l'explosion de la bulle Internet en 2000. Et finalement, la spéculation, c'est pas nouveau. Hein. Vous vous souvenez de la tulipe... Enfin, vous étiez peut-être pas encore né, mais la tulipomanie, j'ai regardé un petit peu l'histoire à cette occasion-là. Finalement, c'était quasiment la même chose. Donc, en gros, c'était l'horticulture se développait en Europe. On est au milieu du XVIIe siècle. Et donc, les bulbes de tulipes arrivent en Hollande. Elles ont des propriétés qui sont très intéressantes. Les tulipes sont belles. Et donc, il y a une espèce de spéculation. Et le bulbe de tulipe, alors on donne des indications. Ça a été d'ailleurs référencé comme le modèle historique de la spéculation. Alors, certains disent que ça a été largement exagéré, mais en tout cas, le phénomène était là. Et on donne des indications, mais on dit que le bulbe de tulipe se vendait l'équivalent de 10 mois de salaire d'artisan ou se vendait l'équivalent de 5 hectares de terre. Donc, vous voyez qu'on était arrivé à des choses complètement folles. Donc, finalement, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, rien de nouveau sous le soleil, comme on dit assez couramment. Très bien. Alors Guy, on arrive au dossier de la semaine. Et le dossier de la semaine, c'est Atos, dont on a annoncé cette semaine. On a déjà beaucoup parlé. Hein. Je pense que nos lecteurs ont bien identifié les difficultés en la matière. Et là, la traduction aujourd'hui concrète cette semaine, c'était l'annonce de la séparation en 2 entités d'Atos. J'allais dire un peu comme IBM finalement. Hein. Une partie infogérance et puis une partie innovation, sécurité. Ce qui intéresse le marché d'un côté et puis ce qui est un peu en déshérence de l'autre. C'est exactement le même chemin qu'a suivi IBM il y a quelques années, oui, il y a 2 ans maintenant. La différence d'ailleurs entre parenthèses, alors c'est un peu symbolique, mais IBM a gardé le nom IBM pour les activités de croissance, alors que là c'est le contraire. Ils ont gardé Evidian, ils ont repris Evidian comme nom pour les activités de croissance. Donc les activités de croissance, c'est quoi? C'est le cloud, c'est la cybersécurité, et puis c'est le HPC avec les supercalculateurs. Bull. Donc ça, c'est les. Et puis ils ont gardé. Alors pour l'instant, c'est pas trop. C'est Atos Tech Foundation pour l'autre partie. Donc c'est pas encore finalisé cette chose-là, mais en tout cas, ça a été décidé par le conseil d'administration. Rodolphe Belmer, qui est arrivé en janvier, il est parti déjà. Donc vous voyez qu'il n'est pas resté très longtemps. La réaction du marché à ça, finalement, elle n'est pas très bonne parce que l'action a dévissé. Si on regarde en 1 an, l'action a été divisée par 4. La capitalisation boursière d'Atos, c'est 1,5 milliard d'euros. Donc, je sais pas si nos lecteurs se rendent compte, mais faut comparer ça à d'autres choses. La moindre start-up dont on parle aujourd'hui, sa capitalisation boursière, c'est 4-5 milliards. Enfin, les plus importantes dont on a parlé, c'est ça. Donc, pour une entreprise de plus de 100 000 salariés, c'est quand même toujours extrêmement curieux, très, très bizarre, quoi. Alors, le dernier point aussi qu'on peut dire par rapport à tout ça, c'est que Thierry Breton, qui était le champion d'Atos, il en est parti en 2019. Il est parti, je dirais, à l'apogée, mais finalement, le devenir d'Atos, la petite graine du devenir d'Atos était déjà plantée à l'époque. Donc, je dirais que de ce point de vue-là, lui, il en est parti à un bon moment. Alors, je ne voudrais pas être méchant, mais je peux vous souvenir il est parti de Thomson il y a quelques années quand même maintenant. C'était un peu finalement un peu la même chose. Un peu la même histoire. Alors, on ne tirera pas de conclusion hâtive, mais on fera juste ce constat. On ne pense pas qu'une trajectoire d'entreprise aussi importante se fasse comme ça du jour au lendemain. Donc, si c'était quelque chose qui était enclenché. Donc, je dirais que cette scission-là, c'est un peu une opération de dernier ressort. Et évidemment, Evidian, ça va être la partie très dynamique. Elle va être sans doute convoitée par d'autres acteurs. On a déjà des noms en tête, Thales. Alors, espérons que si c'est des opérateurs, on peut penser que si c'est des opérateurs étrangers, on mettra le haut là. Mais évidemment, on pense à Thales, on pense à Orange, et il y en a peut-être 1 ou 2 autres, mais il n'y en a pas plus 36 000. Cela dit, la somme à dépenser sera peut-être pas très élevée. Donc, c'est une opération qui serait tout à fait faisable.
Très bien, mais là pour le coup, je pense que la traditionnelle expression suite au prochain numéro prend tout son sens. Guy, on conclut par, d'une part, les événements des semaines à venir. Et vous avez retenu, Guy, l'événement de nos confrères et de mes camarades d'IT for Business DevSecOps, quand l'agilité rime avec sécurité, qui se déroule début juillet, 5 juillet. Donc c'est le mardi. Alors le mardi, contrairement à d'habitude où c'est un mercredi de mémoire. C'est ça, mardi, exactement. 5 et juillet, puis ça c'est enregistré, et pour les lecteurs qui s'intéressent, il y a après une rencontre qui est organisée avec les intervenants pour échanger sur, parce que c'est vraiment un secteur où il y a besoin d'échanges, une problématique sur laquelle il y a besoin d'échanges, donc l'organisateur propose un moment d'échange après l'enregistrement de l'émission, pour ceux que ça intéresse et qui nous regardent. Très bien. Bon, donc le DevSecOps, on a déjà parlé, mais enfin, je dirais qu'en gros, on a le DevOps, d'un côté les développeurs, de l'autre côté les gens de la production. On sait que ce sont deux mondes qui n'ont pas les mêmes préoccupations, les mêmes contraintes, les mêmes objectifs. Les premiers veulent aller vite, les deuxièmes veulent être sûrs que ça fonctionne. Et puis, entre les deux, il y a la sécurité qui vient s'immiscer, si je puis dire, en disant oui, mais attention, effectivement, vous avez vos deux problématiques, mais nous, la sécurité, il faut que ce soit de la sécurité by design dès le début. Si on attend que les choses soient finies pour commencer à penser à la sécurité, c'est beaucoup trop tard, ça va coûter beaucoup trop cher. Donc on met la sécurité au centre. Pour le coup, c'est vraiment au centre entre le dev et le ops. Donc c'est cette problématique-là. Alors avec de très beaux partenaires qui seront associés à... Oui, il y a Capgemini, Red Hat, Okta, Palo Alto, Rubrik. Donc si vous faites déjà un tour de l'offre, il y aura un témoignage de Dick Water, qui est un de ces nouveaux acteurs sur l'énergie nouvelle, sujet qui est évidemment... par les temps qui courent, évidemment à la mode. Enfin, il y a plein de bonnes choses, en tout cas, à arriver. Et puis, on conclut par une nostalgie, une séquence nostalgie, puisque, enfin, entre guillemets, parce que je ne sais pas si ce sera beaucoup regretté, mais Internet Explorer, c'est fini. On rappelle, pour ceux qui nous regardent, que Internet Explorer a été le lieu quand même de nombreuses batailles, notamment juridiques, européennes, et puis bon voilà, il meurt sa belle mort, et maintenant je dirais que le Internet Explorer, c'est pas chez Microsoft, c'est Chrome. Oui, si on se souvient quand même, on est dans les années 95, donc c'est le tout début du web. Mosaic, c'était le première interface web qui est apparue, qui a été repris d'ailleurs, mais pas réutilisé, développé from scratch, enfin à partir de rien par Netscape. Et donc est devenu le premier navigateur. Et Microsoft avait complètement raté ce virage-là, à tel point qu'ils avaient lancé Windows 95, il n'y avait pas de navigateur, donc on est en 95, et donc ils ont après proposé une version corrigée avec le premier Internet Explorer, qui lui provenait d'une autre entreprise qui s'appelle Spyglass. Donc après, comme vous le disiez, on est arrivé dans les années 2000 avec l'idée que Microsoft avait abusé de sa position donc, pour mettre en avant son Internet Explorer beaucoup trop. Et puis en fait, on dit Internet Explorer c'est fini, mais c'est fini depuis déjà un petit moment, puisque je crois que c'est moins de 1% du marché, donc c'est quasiment rien. Donc sachant que maintenant c'est Chrome, Edge et puis Firefox, donc, mais c'est Chrome qui est quand même ultra dominant. Et Edge est basé sur un moteur Chromium. Voilà, donc en gros, pour dire Chrome, c'est un peu Google a gagné la bataille des navigateurs, mais bon, est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas. On laisse à nos lecteurs le soin de répondre aux commentaires à cette question. Guy, merci en tout cas pour vos analyses et vos commentaires. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite tout d'abord un très beau week-end. Profitez, faites attention quand même néanmoins aux grandes chaleurs qu'on nous annonce pour demain et après-demain. Et puis je vous propose évidemment de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informative News et de nous. Encore une fois, en attendant, très belle semaine à toutes et à tous. Merci.